Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, le temps est un sablier, insaisissable, intangible, trop tôt ou trop tard, trop long ou pas assez. En prison, le temps paraît interminable. Les heures deviennent des jours, les jours deviennent des années, et pourtant, il suffit parfois de quelques secondes pour qu'une vie entière s'éteigne à tout jamais. Parce que l'on dit bien souvent que choisir, c'est renoncer, le 14 novembre 2025, l'accusé a choisi délibérément de basculer dans la criminalité. L'étranglement exige du temps. Il faut serrer encore et encore alors que la victime se débat, et encore alors que le sang commence à lui monter à la tête, et encore jusqu'à sentir le corps de sa victime s'alourdir et voir son regard s'éteindre. Ce temps-là, mesdames et messieurs les jurés, ce temps où l'on pourrait encore arrêter, c'est celui de la conscience, de la décision, du crime. C'est le choix de l'accusé. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Et il n'y a pas d'autre mot pour décrire la suite de la scène, mis à part l'acharnement. La victime n'a pas seulement été étranglée, son thorax a été perforé, non pas une, mais plusieurs fois. La zone vitale n'est pas choisie au hasard, elle est stratégique, elle est pensée. Et la finalité est claire, donner la mort, comme l'a rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2017. Alors les faits sont reconnus, l'auteur est identifié et la victime a un nom, Jacques Huse, 67 ans, l'âge où certains deviennent grands-pères, l'âge où l'on devrait compter ses souvenirs, pas ses blessures. Il était décrit comme un homme fragile et discret, on le surnommait l'ombre. Comme ces témoins silencieux de l'histoire que l'on oublie, les anonymes dont la disparition n'a pas besoin d'écho pour marquer la douleur. Dans la hiérarchie informelle de la prison, Jacques Huse était un paria. Et il n'était d'ailleurs sûrement pas le seul à être considéré ainsi. Entre humiliation et rabaissement, il vivait caché. Lorsque cet homme est tué, ce n'est pas seulement une victime que l'on frappe, c'est la société tout entière que l'on attaque. Car la prison n'est pas une zone de non-droit. La Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 3, rappelle que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou encore dégradants. La prison prive de liberté, pas de dignité. Pourtant, dans ce dossier, un homme est mort. Alors, prenez juste un instant et imaginez le désarroi, l'effroi de Bamba, codétenu, incapable d'intervenir car figé devant l'horreur. N'est-ce pas là le témoignage indirect, mais poignant, de la gravité de cet acte ? Oui. Ce silence, cette paralysie raconte ce que les mots ne peuvent pas traduire. La violence de ce geste était extrême et consciente. Face à cela, il y a l'accusé. Alors il n'y a rien de plus déstabilisant qu'un homme comme l'accusé. Regard froid, homme calme, presque trop calme. Un homme qui ne regrette pas son geste, mais qui l'explique. Et qui l'explique parce qu'il l'assume. Pour rappel, il parle de souillure, de purification. Certains pourraient y voir la preuve d'une folie, mais comment peut-on justifier un acte sans en comprendre sa portée ? Cette question n'est pas rhétorique, elle est pragmatique. Dans la vie comme en droit, lorsqu'un individu cherche à se justifier, c'est qu'il sait déjà qu'il a franchi une limite. On se justifie rarement pour un acte que l'on croit légitime. Et pour cause, il dit aussi avoir eu une mission. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, vous le savez peut-être mieux que quiconque, les mots sont puissants et jamais choisis au hasard. Il ne parle pas d'une pulsion, mais bien d'une mission. Alors, sans parler de préméditation, nous ne pouvons pas nier qu'une mission suppose une réflexion, une intention. Comme l'écrivait Albert Camus dans L'homme révolté, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et mal nommer ce crime, c'est déjà commencer à l'excuser. Mesdames et messieurs les jurés, quand on parle d'un homme avec autant de mépris et d'indifférence au point de le considérer comme une souillure, on ne peut qu'estimer qu'il préparait déjà sa disparition. Alors ce soir, nommons les faits avec précision,
Ce qui s'est produit dans cette cellule n'est pas un excès de folie, c'est une volonté de tuer. Et qu'on ne se méprenne pas, il ne s'agit pas ici de légitime défense. Il n'y avait aucune attaque immédiate de la victime, pas de menace, rien ne justifiait de tuer. Rien ne justifie de tuer. Le passé de l'accusé, bien que difficile, et je le regrette, n'est pas un permis de tuer non plus. L'article 222-1 du Code pénal dispose que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Dans ce dossier, la victime est décédée, l'auteur est identifié, l'intention de tuer a été démontrée. L'infraction d'homicide volontaire est donc pleinement caractérisée. Reste désormais la question de la responsabilité pénale. L'article 122-1 du Code pénal prévoit qu'une personne n'est pénalement irresponsable que si son discernement était aboli au moment des faits. Or, les expertises sont formelles et s'accordent sur le fait qu'il savait qu'il frappait, il savait que c'était mal, et chaque coup s'inscrit dans le registre de l'illégal. N'est-ce pas là l'essence même du discernement ? Être conscient de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas, le bien du mal, l'autorisé de l'interdit. Rien dans le comportement de l'accusé ne démontre une perte totale de conscience. Son discernement n'était donc pas aboli. Alors, il y a des affaires comme celle-ci qui nous glacent le sang. Je pense notamment à l'affaire de Nicolas Cocaine, surnommé le cannibale de Rouen, détenu qui a étranglé, poignardé et mangé une partie du poumon de son codétenu. Mais comme l'avait déjà évoqué maître Elisabeth Pelcez, l'homme qui bascule dans l'horreur n'est pas nécessairement atteint de folie. Certains actes sont insensés, et cela ne fait aucun doute. Mais leurs auteurs savent encore qu'ils franchissent une frontière, la frontière entre l'homme et le meurtrier. Un procès pénal ne consiste pas seulement à regarder le passé, il consiste aussi à protéger l'avenir. Alors, que se passera-t-il demain ? Chacun doit pouvoir vivre sans craindre que l'autre décide un matin de lui ôter la vie. Notre société tient parce que la loi agit comme un rempart indispensable. Et lorsqu'un détenu démontre qu'il est capable déjà, dans cet espace sous contrôle, de commettre un meurtre, la dangerosité de cet auteur ne peut pas être évitée. Vous ne pouvez pas vous contenter de retenir la folie. La maladie mentale est une cause trop importante, trop sérieuse pour que Maître Paris s'en serve comme unique carte de défense. Vous savez, j'espère sincèrement que ce sera son dernier crime. Mais il se pourrait que ce ne soit pas sa première violence. L'accusé est incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Reims en attente de son jugement déjà pour violence aggravée. Alors, vous devez être ferme désormais et rendre une décision